vous allez bien? Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Sandra. Merci beaucoup d'être parmi nous. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien et merci de ton invitation. Ça me fait aussi très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Est-ce que du coup, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? D'accord, donc sur Internet, je suis un petit peu plus connue entre guillemets sous le nom elblog.fr, puisque c'est comme ça que je suis sur les réseaux sociaux, sur mon site, etc. Et moi, je suis rédactrice web SEO spécialisée en articles de blog. Donc grossièrement, 80% de mon temps, je le passe à écrire des articles pour mon blog et pour les blogs de mes clientes et des articles pour le plaisir, etc. Et à quoi ressemble mon quotidien? Un petit peu comme le quotidien de beaucoup de femmes entrepreneurs avec trois enfants et une vie un petit peu à 100 à l'heure et qu'on organise un petit peu comme on peut. J'imagine. C'est sport d'avoir son entreprise et en plus de ça, d'avoir une vie personnelle à côté pour tout gérer. Comment est-ce que toi, t'es tombé dans le blogging? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que tu te souviens de quand est-ce que tu as commencé? Je me souviens exactement du moment où j'ai commencé parce que, bon, ça remonte un petit peu plus, je suis un petit peu plus âgée que toi, je pense, mais il y a quelques années, j'étais étudiante en fac de bio et je travaillais dans une chaîne de restauration rapide en même temps le soir et les week-ends. Et à un moment où j'étais avec un pote chez lui, je sais plus pourquoi, mais on en vient à parler du journaling que je pratique depuis des années de façon assez assidue, ça m'aide beaucoup. Et il me dit, mais pourquoi tu n'as pas de blog? Et je lui dis, mais de quoi tu me parles? Et il me dit, bah, tu sais qu'on peut faire du journaling, mais sur le web, etc., de façon anonyme. Et ce jour-là, en fait, j'ai ouvert un Skyblog. Je fais Donc, partie de la team qui a fait partie des Skyblog. C'est ah, fou? mais j'ai complètement fait partie de Skyblog et à l'époque on ouvrait des Skyblogs pour parler de citation, pour parler de ses états d'âme. Moi j'ai fait tout ça et j'ai partagé aussi beaucoup de lifestyle. Voilà, je suis tombée, j'étais maman étudiante, donc j'ai beaucoup partagé sur le fait d'être étudiante et d'être enceinte en même temps, sur des études en plus, enfin des études hautes, et puis voilà, des moments de vie. Et ensuite, j'ai ouvert un Skyblog parce que je faisais, alors je sais pas si tu connais, mais je faisais du DigiScrap. Donc c'est du scrapbooking façon digitale, un petit peu pour créer des faire-part de naissance, de mariage, etc. Donc j'avais commencé à me lancer là-dedans à apprendre Photoshop, Punchop Pro, etc. en autodidacte. Et du coup, je partageais mes astuces sur Skyblog. Et, euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que, sans faire exprès, j'ai fait de la stratégie de contenu parce que je postais énormément. J'étais étudiante, j'avais beaucoup de temps, je postais plusieurs fois par jour, je répondais beaucoup aux commentaires, etc. Et ça a tellement pris que j'ai fini par ouvrir un forum parce qu'à l'époque, on était beaucoup sur les forums et où on avait, voilà, on avait dépassé, je crois, un moment, enfin, ça a pris une telle ampleur que j'ai dû arrêter. On était à 3000 ou 5000 membres avec des modérateurs, etc., des demandes de partenariat et tout. Donc, c'était un milieu que, voilà, en fait, j'ai commencé comme ça. Dès le début, alors que tu étais mi-professionnel, parce qu'il y avait quand même de la stratégie derrière, mais dès le début, tu as réussi à créer cet esprit communautaire comme ça qui est fou. À partir de quel moment est-ce que tu t'es dit, on va passer de ce hobby et de ce loisir de rédaction, d'écriture et tout, à réellement de la professionnalisation? À quel moment est-ce que tu as senti est-ce que ça s'est fait complètement naturellement parce qu'on t'a contacté et du coup tu t'es dit, bah, pourquoi pas? Ou est-ce que ça a vraiment été pensé, réfléchi, tu l'as mûrement étudié avant de te lancer? Là, l'époque que je viens de te raconter, ça se passe en 2003, donc il y a quand même quelques années. Et en fait, pendant toutes ces années-là, j'ai continué à avoir des blogs, à partager ma vie privée, etc., à avoir une communauté. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens sur Elblog ou sur mon compte, mon ancien compte, parce que j'avais un compte Instagram à cette époque-là, qui est devenu privé maintenant, qui était de cette époque-là. Donc voilà, pendant toutes ces années-là, j'ai continué à avoir un blog privé, à échanger. J'ai changé de blog, etc. Mais j'ai un petit peu tout testé, Skyblog, Blogspot, etc. Donc ça, j'ai fait ça pendant un peu moins de 20 ans, on va dire, et c'est resté vraiment en loisir. Et quand j'ai pris une vie professionnelle, que j'ai pris des responsabilités au niveau professionnel, etc., j'ai diminué en fait ça, mais pour moi, c'était vraiment du loisir. Et c'est devenu professionnel, mais c'est un truc tout bête, c'est devenu professionnel en 2019
parce que, en fait, c'était tout bête, hein, j'étais responsable dans un milieu professionnel masculin et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas le même salaire que mes collègues masculins, qui avaient un gros écart de salaire. Voilà. Après avoir avoir débattu, avoir pris des réunions et vu que je n'en ferais rien, j'ai eu la j'ai eu la naïveté de me dire, bah écoute, ce manquement de salaire, je vais me le créer toute seule et de taper sur Internet. Mais je revois vraiment le moment où je tape sur Google, faire un métier, tu sais, gagner complément de salaire à faire chez soi. Et je me suis dit, de toute façon, comme j'ai une grosse capacité en fait à emmagasiner du travail, à être très productive, je suis capable de retravailler 2 heures de plus chez moi et de gagner ce complément qui me manquait. À l'époque, je m'étais dit, je me ferais entre 300 et 500 euros de compléments comme ça moi-même. Et en fait, j'étais vraiment, mais la naïveté totale de me dire, eh ben, je vais venir leur dire, vous voyez, ce complément que vous voulez pas me donner, ben, je suis capable de le gagner toute seule, en fait, et j'ai pas besoin de vous, tu vois. Je m'en bats, j'ai pas besoin de vous. Et, Incroyable. euh, et en fait, en tapant, je sais plus exactement quel mot-clé j'ai tapé, mais j'ai dû taper complément de salaire à faire chez soi. En fait, je me suis rendu compte, mais vraiment, je te jure, avec le recul, je me dis, mais quelle naïveté. En fait, je me suis rendu compte que le blogging, en fait, que je pouvais être payée pour écrire des articles de blog, quelque chose que je faisais à titre de loisir depuis 20 ans. Je faisais beaucoup de guest blogging, je faisais beaucoup de... Enfin voilà, mais j'avais jamais monétisé. À l'époque du Digiscrap, j'avais commencé un peu à monétiser parce que je vendais mes créations graphiques, parce que voilà, mais ça restait, je te parle de ça il y a 20 ans, on n'est pas sur l'influence qu'on connaît aujourd'hui. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais être payée pour ce que je faisais depuis 20 ans, donc je me suis dit, mais attends, Cette mais histoire, pourquoi cette histoire est... pourquoi je fais pas ça? Donc du coup, je me suis dit, mais attends, mais trop bien, moi, le blog, c'est une vraie passion, je le faisais en tant que passion, je connais très très bien le milieu, j'ai les codes, etc. Donc je peux faire ça, et en plus, voilà, normalement, ça ne devrait pas me poser trop de problèmes. Donc j'ai décidé de faire ça. Par contre, ça je le conseille un petit peu à tout le monde, c'est après j'ai regardé pour me former tout de suite parce que je me suis dit, moi, je fais du blog passion, mais j'ai pas les termes... tout de suite en tête, je me suis dit, j'ai pas les termes professionnels. Peut-être qu'il y a des techniques qui manquent, peut-être qu'il y a des choses. Moi, c'est vrai que j'ai fait augmenter une communauté, etc. Mais c'est monté il y a 20 ans quand le blog était moins. Euh, je peux pas y aller à Shifumi avec mes clientes et tout. Donc tout de suite, en fait, j'ai regardé comment me professionnaliser. J'ai trouvé une formation qui était finançable CPF et du coup, j'ai fait 3 mois de formation soirée week-end avant de me lancer en tant que rédactrice officielle. C'est Voilà. fou. Cette histoire est folle parce que à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui a fait du blogging ou qui a un blog, en fait, pour nous, c'est tellement naturel. Et pour le coup, je me mets dans la case parce que moi, avant de faire tout ce que j'ai fait, j'étais rédactrice web SEO également. C'est vrai qu'on ne se rend jamais compte de l'ampleur de ce qu'on est en train de faire. Et si quelqu'un ne nous met pas sous les yeux, c'est un travail pour lequel tu peux être rémunéré, mais en fait, on ne matche pas. C'est-à-dire que moi, il a fallu qu'une personne vienne vers moi pour me dire, est-ce que tu peux faire la même chose pour nous? Et toi, de faire ça pendant 20 ans et même de demander à Google, alors comment je gagne de l'argent, alors que tu le fais depuis 20 ans de manière inconsciente, je trouve que l'histoire est folle. Tu parlais justement de cette communauté que tu as créée autour des réseaux sociaux, etc., vraiment d'avoir cet esprit très communautaire autour de toi, d'abord avec le forum, puis Instagram. Et c'est vrai que pour le coup, c'est deux éléments qui sont très souvent opposés. Soit tu as un site internet et tu fais du SEO, machin, soit tu as les réseaux sociaux et tu développes ton Instagram. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce qu'ils sont complémentaires ou est-ce qu'ils sont diamétralement opposés et ils n'ont rien à voir les uns avec les autres? Alors pour moi, les deux, ce sont deux canaux d'acquisition différents, mais par contre qui sont complètement complémentaires et que d'ailleurs personnellement j'utilise. C'est mes deux canaux d'acquisition principaux aujourd'hui. Et je trouve qu'ils sont tous les deux intéressants et qu'ils ont tous les deux leurs objectifs. On va dire que Instagram, c'est quand même ce qui te permet grossièrement d'avoir des clients plus rapidement. Même si moi je défends la stratégie de contenu sur le blog, que c'est quelque chose que je vends et auquel je crois profondément, il faut quand même se dire que ça met du temps, qu'il faut construire des bases. Il y a quand même la nécessité d'avoir un site internet correctement construit, prévu pour développer de la stratégie, ensuite des articles, etc. Et tout ce qu'on peut connaître avec le SEO. Donc, je trouve que Instagram, c'est pas mal. Déjà, bon, au niveau communautaire, Instagram, c'est quand même plus intéressant que le blog
pour se faire connaître et pour donner envie aux gens de venir lire les articles. Et puis, euh, et puis, ça te permet de trouver des clients plus rapidement. Ça te permet... Et après, le problème d'Instagram, bah, comme on le sait, c'est qu'Instagram, ça ne nous appartient pas. Si demain notre compte, il saute, bah, globalement, tu n'as plus rien. Et Instagram fait bien ce qu'il veut pour te le remettre ou pas. On a tous connu une collègue ou une influenceuse ou quelqu'un qu'on suit qui a perdu son compte. Et puis, bah, le contenu est... malheureusement, il y a du contenu très intéressant sur Instagram, mais malheureusement, il a une durée de vie je crois, je me rappelle plus exactement bon, la story c'est 24 heures, on le sait, et les posts, je crois que c'est pas plus de 4 ou 5 heures, un truc comme ça. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Euh, c'est dommage parce qu'on a du contenu très pertinent, mais finalement qui ne dure pas. Donc, ça peut pas être pour moi, Instagram, ça peut pas être une stratégie vraiment, la seule stratégie en tout cas qu'on utilise. Euh, donc, je trouve que c'est pas mal d'utiliser. Alors, on parle d'Instagram, mais ça peut être un autre réseau social. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un canal d'acquisition, un réseau social et un canal plus dur comme un site internet De toute façon, pour pour se faire même connaître. le comparer, vu qu'on parle de la durée de vie, et tu le disais très bien, c'est vrai que les sites internet, ça met du temps, le SEO, ça met du temps. Il faut que Google nous fasse confiance, et puis il faut le temps de se positionner, le temps de se Mm. référencer, le temps d'être vu. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où votre article de blog il va se positionner, à partir du moment où votre site internet va être visible sur Google, dans des top positions, sur des mots-clés que vous allez réfléchir, il va rester des années. Moi, des années, tu vois, et encore une fois, de la naïveté d'une blogueuse qui raconte juste sa vie, sans jamais se montrer. J'avais fait un article de blog sur, à l'époque, bon, maintenant, c'est une technique qui est enfin, c'est très connue sur le marché, mais du coup, moi, j'avais fait Invisalign il y a ça 7 ans. C'est pour te dire, ça fait très longtemps. Et j'avais été influencée par Julie Loves Mac, qui aujourd'hui n'est même plus youtubeuse. C'est même pour te dire, elle-même l'avait fait, et je me suis dit, c'est quoi? Pourquoi pas? J'avais fait un article de blog, j'avais même pas notion de ce que moi je faisais réellement à l'époque. Et en fait, ben, mon article, c'était juste un avis Invisalign avant-après mon expérience. Il a ranké au niveau de Google, il est arrivé premier. En fait, il vacillait entre la première et la deuxième position de Google. Donc, ça me ramenait un trafic monstrueux, des gens qui me demandaient des devis monstrueux pour ben, de l'orthodontie, alors que je ne suis pas du tout. Enfin, c'était juste mon retour d'expérience. Il faut savoir que cet article de blog, ça a été l'un des premiers que j'ai rédigé. Il est resté 2 ans et demi, voire 3 ans. Il a été enlevé quand le blog a arrêté d'exister. C'est-à-dire que pendant Ouais, trois moi ans, aussi. j'ai eu tellement, tellement, tellement de trafic. Et des exemples comme ça, je suis convaincue que toi aussi tu en as, parce Mm. que ça reste, ça perdure dans le temps. Est-ce que ça fait réellement partie d'une de tes stratégies réfléchies de dire, il y a une vraie intention dans le contenu que je crée, je sais pourquoi je le crée, je sais qui est-ce qui va tomber dessus. Est-ce qu'il y a une réflexion derrière qui est faite? Ou est-ce que c'est un peu, bah, on rédige, pour alimenter un site internet comme c'est souvent beaucoup perçu? Mais je trouve que ta question, elle est super intéressante parce que, bon, on parle pas de l'époque, il y a 20 ans, où on rédigeait vraiment sur des sujets comme ça. Moi aussi, j'ai eu plein de trucs jusqu'à ce que Skyblog s'efface. Mon pseudo, j'ai toujours gardé le même pseudo, il était encore trouvable et tu pouvais, genre, tu tapais création GIF animé, des trucs comme ça, tu me trouvais encore. Et il y a encore des choses qui sont à mon nom, mon ancien nom dans Google. Mais quand on apprend à être rédactrice web et quand on apprend notre métier, en fait, on nous apprend à rédiger des articles pour Google, mais on ne nous apprend pas la stratégie. Mm. Donc, au départ où je me suis lancée, en fait, bah, j'arrivais, une cliente me disait, bah, je veux un article sur tel ou tel sujet. Moi, j'écrivais un article qui était pour l'optimisation SEO, etc. Je trouve en plus que parfois, alors c'est moins le cas maintenant, mais je trouve qu'il y a quelques années, quand on te formait en rédaction web, on poussait moins sur le SEO, on poussait sur un SEO très technique, etc. Mais on mettait pas l'intention, etc. Donc je trouve qu'on n'était pas forcément bien formé comme il se doit, mais les choses s'améliorent. Et, euh, et maintenant, on se rend compte, enfin, moi, c'est un truc qui me frustre. J'en ai parlé encore hier avec une collègue rédactrice. C'est un truc qui me frustre de ouf d'écrire des articles où une cliente me dit, bah tiens, t'as tel article, tu balances ça, et voilà. Moi, je trouve que pour qu'un article fonctionne réellement, pour qu'il y ait pour qu'il y ait un réel trafic, pour qu'on attire aussi des clients par rapport à nos objectifs, par rapport à ce qu'on veut vendre, etc., il faut une stratégie pensée. Voilà. Vous pouvez avoir le meilleur article du monde et avoir une rédactrice hyper professionnelle qui fait super bien son travail, etc. Mais si derrière tout ça, ça s'inscrit pas dans une stratégie, bah, en fait, va pas y avoir grand intérêt. Euh, voilà. Et
L'exemple que je peux donner qui est très parlant pour ma part, c'est qu'en fait, au début, quand j'ai ouvert, donc il y a 4 ans, quand j'ai ouvert le site de Helblog, qui s'appelait même pas comme ça à l'époque, j'ai beaucoup écrit d'articles sur la rédaction, pourquoi vous avez besoin d'une rédactrice web, qu'est-ce qu'une rédactrice web peut faire pour vous, etc. Et je m'étais dit, ça va attirer tous les clients qui cherchent une rédactrice web. Mais au final, bah, les clients qui cherchent, en fait, ils vont chercher à gagner de la visibilité, à déléguer leur stratégie de contenu, à être plus visible sur le web, à être en première position de Google, etc. Mais ils vont pas taper directement recherche rédactrice web, quoi. Enfin, en tout cas, pas les clients que moi je ciblais. Et ce qui fait que j'ai eu énormément de trafic sur le site, mais du trafic en fait de rédactrice web. Donc, soit des personnes en fait, soit qui cherchaient à se former en tant que rédactrice web, soit des personnes qui cherchaient à aller plus loin dans leur métier, à prendre d'autres, par exemple, à être plus formées sur le SEO. Elles étaient déjà rédactrices web, mais elles cherchaient à aller plus loin dans leurs connaissances et leurs compétences métiers. Et en fait, donc génial, j'avais beaucoup de trafic. Mais ces personnes-là me contactaient en me disant, bah, est-ce que tu as une formation? Est-ce que tu proposes quelque chose pour les rédactrices? Et moi, j'étais comme une idiote puisque j'avais du trafic et en fait j'avais rien à leur proposer, c'était pas ma cible. En plus, je me sentais pas avec assez d'expérience pour former des rédactrices web à aller plus loin dans leurs compétences. Donc voilà. Et ça veut bien dire que mes articles, si tu veux, l'objectif premier, attirer du trafic sur mon site, il était rempli. Mais moi derrière, comme j'avais pas mis en place une stratégie complète, que j'avais pas pris ce recul-là, bah, je me retrouvais comme une idiote, finalement génial avec du trafic qui me servait à rien. Et du coup, en plus, ça m'a obligé du coup à prendre une décision. Est-ce que tu gardes ce genre d'article? Est-ce que tu les mets en off pour recibler un petit peu? Donc voilà, on peut avoir une très très bonne rédactrice, mais si on pense pas aux objectifs, si on ne fait pas des articles qui nous servent, en fait, je pense que c'est un petit peu comme tous les réseaux, etc. Tu peux mettre en place plein d'actions, mais si elles sont pas reliées à ce que tu veux, euh, et après, ce qui est quand même important de dire, c'est qu'évidemment, on évolue sur nos objectifs, on évolue sur ce qu'on veut, et on change. Voilà, là, Elblog, tu vois, hier, un petit peu sur les réseaux, j'ai partagé que j'étais en pleine réflexion pour refaire une refonte du site. Le site, il est vraiment hyper bien, mais il répond à un objectif de 2023, qui n'est pas forcément un objectif de 2024, parce que les objectifs évoluent, parce qu'on change, etc. Et du coup, ça nécessite des changements, des ajustements, et ça m'oblige aussi tu vois, là, je suis en train de remettre le nez dans mes stratégies, enfin, dans les articles de blog qui sont prévus sur 2024 parce que il faut qu'ils répondent à cette nouvelle stratégie aussi et que c'est obligé d'évoluer comme ça. Comme quoi tout est interlié. Déjà, juste pour les personnes qui comprennent pas le terme de SEO, il s'agit du coup de référencement Ah, pardon. naturel. Et c'est le fait du coup de se positionner sur Google. Je viens d'y penser parce que parfois vous pouvez arriver par ici et ne pas réellement comprendre ce que ça veut dire. C'est le fait de rendre votre site internet visible aux yeux de Google notamment, mais des autres moteurs de recherche si vous souhaitez en toucher d'autres, Yahoo, Bing, ce que vous voulez. Ce sont des techniques que nous apprend et que nous, on teste aussi de notre côté pour que cela se fasse. Justement, en parlant du coup de ce fameux SEO, donc du référencement naturel en français, euh, est-ce qu'à un certain moment, ça t'a un peu tilté de te dire, en fait, j'en ai besoin pour mes clientes, j'en ai besoin pour moi. Est-ce qu'à un certain moment, tu ressentais que tu créais beaucoup de contenu mais qui n'était pas visible pour te pencher dessus? Comment est-ce que ça s'est fait, cette relation avec justement cette optimisation qui doit être faite? Moi, c'est vrai que par exemple, tu vois, pour te raconter, moi, c'est vrai que j'avais beaucoup de temps, j'étais étudiante comme beaucoup. Et c'est vrai que je créais énormément de contenu, je bombardais. Vraiment, c'était genre mon bébé, personne n'était au courant en plus, donc je donnais tout. Et au final, à la fin du mois, voire toutes les semaines, je me rendais compte qu'au final, j'attirais quoi, deux, trois personnes, et c'était peut-être moi et ma sœur, quoi, les deux personnes qui étaient au courant. Et du coup, tu te dis, mais mince, je passe tellement de temps dessus, mais personne ne me voit. Et c'est comme ça que petit à petit, du coup, je suis tombée dans le SEO, dans le fameux, on va chercher les gens où est-ce qu'ils sont, et on va faire en sorte que les moteurs de recherche nous mettent en avant. Toi, quand est-ce que tu es tombée dedans? Est-ce que ça a été un automatisme dès le début, tu avais notion de ça, ou tu as dû te former un peu sur le tas parce que tu t'es rendu compte de cette nécessité-là? Alors, j'ai eu un rapport un peu spécial et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup former les gens au SEO, notamment les entrepreneurs qui débutent dans la stratégie de contenu parce que, en fait, quand j'ai fait ma formation de rédactrice web, c'était une formation de rédactrice web SEO. Donc, la première partie sur tout ce qui était rédaction d'articles de blog, etc., moi, je la connaissais, je l'appréciais et c'était vraiment un gros plaisir. Et en fait, il y a 4 ans, quand on apprenait le SEO, on apprenait un SEO très poussé, rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais on optimisait davantage les textes et on privilégiait
la technique SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche, plutôt que l'expérience utilisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient lire un article et qui a un article qui répond complètement à sa demande et qui est agréable à lire, qui est agréable visuellement, qui lui donne des sources fiables, etc. C'était un petit peu moins comme ça il y a quelques années et ça m'a complètement bloqué. En fait, la technique était tellement poussée qu'en fait, je me suis retrouvée devant le syndrome de la page blanche. Tellement il fallait pousser l'optimisation que j'arrivais plus à écrire des articles de blog et je sentais bien quelque chose qui était très fluide pour moi. En fait, je me sentais bien que je luttais pour écrire des articles de blog, que je mettais 4 heures à écrire un article. Quand tu lisais, en fait, je sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais quand tu as une lecture laborieuse, tu sens bien que tu rames, c'est pas fluide, ça se lit pas facilement. Donc, je me suis retrouvée un petit peu comme ça en fin de formation. Et d'ailleurs, la personne qui m'a formée m'a dit, si tu continues comme ça, jamais tu seras rédactrice web. Euh, C'est violent. Donc, ça m'a un peu braqué parce que l'avantage que j'avais, c'est que je savais écrire des articles de blog et que j'aimais ça et que c'était complètement le SEO qui m'a poussé. Donc, j'ai fini ma formation comme ça, un peu branli-branla. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une formation sur le SEO avec une entrepreneur et avec une entrepreneur qui avait du recul, qui était rédactrice web, qui avait du recul sur l'optimisation et qui avait un petit peu cette même image que moi. Enfin, elle vendait vraiment son truc comme l'optimisation, c'est un outil utile, mais c'est pas ça le principal dans un article. Donc, je me suis reformée pour me dire, bon, j'ai bien compris la technique, etc., mais il faut que je lâche du lest. Et ensuite, ce que j'ai fait pour débloquer tout ça, c'est que, comme toi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit, j'ai testé, et je me suis inscrite sur une plateforme de freelance. Et en fait, c'est vrai que bon, les plateformes, je trouve que c'est bien pour gagner en expérience, etc. Après, c'est vrai que tu vends des articles à 20, 30 balles, c'est pas du tout intéressant, c'est pas ça qui va te faire vivre, etc. Mais moi, je me disais à ce prix-là, tu as très peu de contact avec tes clients, ils te donnent un brief à l'arrache. En général, franchement, c'est pas épanouissant en termes d'entrepreneur et de vie. Mais moi, je me suis dit, je vends des trucs comme ça et je m'entraîne, je balance et je peux faire des erreurs. Quand quelqu'un paye un article 20 euros, il s'attend bien à ce que ce soit pas un article de la qualité voilà. Donc, en fait, je me suis beaucoup entraînée comme ça. Et après, j'ai testé, j'ai ouvert mon. C'est là que j'ai ouvert mon site qui a plus le même nom, etc. Mais, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit pour moi. Pour pas me braquer, j'ai commencé par des sujets que j'aimais sans me prendre la tête. En fait, pour reprendre plaisir, j'ai pris des articles à moi sans SEO, etc. Et au fur et à mesure, j'ai retravaillé. Alors, il y a des choses comme la structure d'un article, etc. Ça, tu l'as tout le temps, le côté entonnoir et tout. Mais des techniques SEO, je les ai poussées au fur et à mesure pour. Donc, j'ai eu un rapport au SEO un peu compliqué au départ parce que. Parce qu'en fait, la perspective et la façon dont on m'a présenté le SEO était fausse, en fait. C'était pas du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime aussi proposer des formations aux entrepreneuses et tout pour leur dire le SEO, en fait, ça peut être quelque chose de très puissant et c'est un outil, mais c'est pas ça qui fait. Enfin, d'abord, on écrit un article pour quelqu'un Mhm. et ensuite, on vient rajouter c'est une façon de faire, comme quand on apprenait une rédaction en troisième, on avait une méthodologie avec une introduction où on amenait le sujet. Après, tu avais le corps du texte où tu développais un petit peu la conclusion. Voilà. Là, c'est pareil, c'est pas de la même façon, c'est pas construit de la même façon, mais en fait, c'est juste des outils que tu viens rajouter par-ci, par-là sur ton texte. Mais la base de la base, c'est ton texte. Donc, voilà, en fait, j'ai testé tout ce qui n'était pas bon alors que maintenant, tu vois, je fais du SEO en écrivant mes articles. C'est vrai que je dis à mes clientes d'écrire l'article et de optimiser derrière. Et moi, en fait, maintenant, je fais les deux en même temps. Oui, après, c'est J'y pense naturel. plus. C'est complètement naturel. Après, toi, tu le fais par automatisme. Même Mm, moi, plein de fois, le texte n'a même pas besoin d'être optimisé, mais ça revient mm, au galop parce que c'est un peu un formatage que l'on va avoir. Mais j'aime bien le fait que tu dises que ben, au début, c'était un peu difficile parce que j'ai l'impression que quand on se lance justement sur son site internet, etc., déjà devant, on ne sait pas trop par où commencer. Et quand on va commencer à se renseigner sur le SEO, je trouve que c'est encore pas assez démocratisé. On parle encore trop souvent de code. Moi, quand je parle de SEO à des clientes ou à des clients ou à des grands projets, on me dit oui, mais ça va me prendre 2 ans. Alors que pas forcément. Et du coup, je trouve qu'on complexifie souvent le truc, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible parce que justement, il y a cet utilisateur qui est beaucoup plus mis en avant qu'avant. Avant, c'était juste du mm. bourrage de mots. Et du coup, ben, même moi, hein, j'ai eu cette sensation une fois de me dire, mais je vais pas publier ça. Enfin,
je peux pas, même moi, je me sens pas à l'aise. Genre, moi, si je tombe sur un site internet comme ça, je lis même pas le contenu, c'est Bah, chiant, ça me saoule. tu vois, par exemple, un exemple vraiment très typique, c'est qu'à l'époque, il y a 4 ans, hein, par exemple, on allait rechercher je te dis une bêtise, mais par exemple, bon, je grossis le trait parce que j'ai pas d'exemple en tête là, mais si par exemple on devait écrire un article sur une séance photo et que par exemple on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'internautes qui se trompaient en écrivant séance, bon j'exagère, mais par exemple qui écrivaient séance S-E-A-I, et ben par exemple on t'incitait dans ton texte à mettre ce mot avec une faute d'orthographe parce qu'on savait qu'en fait il y avait beaucoup d'internautes qui faisaient de la recherche, etc. C'était une technique qui était discutable, mais en optimisation, ça marchait très très bien. Bon, maintenant, est-ce que moi j'ai envie de bourrer mon texte, mon article de faute pour me dire, bah, en niveau optimisation, ça va bien marcher, mais ça montre que voilà, le lecteur peut peut-être se dire, bah, elle est gentille, mais elle sait pas très bien écrire, ou tiens, c'est bizarre, il y a une faute de frappe, etc. Tu vois, dans l'expérience utilisateur, enfin, moi, c'est vrai que quand je lis un truc, tu vois, et je vois ça, ça me pique un peu les yeux. Donc, mais c'était des techniques qui étaient, il y a 4 ans, c'était des techniques qui étaient tout à fait classiques, que tu voyais souvent, etc. Et d'ailleurs, si vous lisez un article qui a X temps, c'est possible que vous tombiez sur un article avec une faute en vous disant il y a une faute de frappe, alors que c'était une technique SEO. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai. et après, je trouve que le SEO, souvent, ce que j'aime pas, c'est qu'on le rend inaccessible. En fait, on met un petit peu, j'avais discuté avec des clientes qui me disaient ça aussi, c'est qu'on est un petit peu dans le truc, le SEO, c'est réservé à une élite, tu Mm. vois, à des gens. En fait, on a plein de secrets SEO, on a plein de choses, et c'est pas réservé aux petits entrepreneurs, etc. Ça, c'est pour des gens qui ont un immense budget, etc. Et je trouve qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Évidemment, pour se positionner sur des mots-clés très concurrentiels, je sais pas, moi, si on va chercher le mot mariage, si on va chercher le mot, enfin, des mots-clés comme ça uniques, bah, évidemment, c'est pas en écrivant un article tous les 2 mois que tu vas y arriver. Enfin, et là, les grands groupes qui ont beaucoup de budget vont avoir plus de possibilités que toi. Ils vont mettre déjà de l'optimisation payante sur ces mots-clés. Toi, tu vas pouvoir écrire un article, eux, ils vont pouvoir en écrire 100. Ils ont une équipe de 20 rédacteurs et toi, tu es toute seule. Enfin, voilà, il faut mettre les choses un petit peu dans leur contexte. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a des opportunités, il y a des voilà, de mots-clés, il y a des choses à faire. Et finalement, l'optimisation SEO, c'est utilisé par les gros groupes, les grosses boîtes, mais les entrepreneurs, en fait, l'utilisent très peu justement parce qu'il y a beaucoup de freins sur ce sujet-là. Donc, je pense qu'il y a des vraies opportunités business, à mon sens, à faire sur la stratégie de contenu blog. Je trouve que c'est hyper intéressant la manière dont tu abordes le truc parce que c'est vrai que plus d'une fois, on va te dire, ah oui, mais attends, je vais par exemple cibler le mot mariage et c'est du coup bah, un mot simple, du coup ça va être très difficile parce que c'est pas un mot longue traîne, donc un mot avec plusieurs mots du style mariage, robe de mariée. Là, ce serait peut-être plus facile parce que c'est plus spécifique, mais ce ne serait pas impossible si justement autour de ce mot mariage, il y a une vingtaine ou une trentaine d'articles qui parlent justement de cette thématique-là pour donner encore plus d'indicateurs à Google, pour donner encore plus justement de mots-clés, de bulles sémantiques et de développer réellement cette branche-là sur votre site internet. Donc, c'est pas impossible, mais c'est un aspect stratégique que vous pouvez C'est travailler ça. sur le site. Par exemple, moi, si vous allez sur le site de la But Academy, vous n'allez pas trouver qu'un seul article sur le marketing de contenu. Il y en a plein parce que je veux que Google me reconnaisse comme tel. Et on vous dit souvent, en marketing, il faut répéter 7 fois la même chose pour que ça rentre. Ben, Google, c'est un peu la même chose. Il faut le répéter encore et encore, toujours un peu les mêmes choses, les mêmes thématiques pour arriver justement à ces fameuses positions. Euh, Là, du coup, on a parlé un peu de structure de site internet, justement, de cette fameuse volonté de faire une communauté avec Instagram, d'avoir cette visibilité grâce au référencement naturel sur Google. Est-ce que tu utilises également Pinterest? Alors, je sais que généralement, les sites internet sont très souvent alliés au site. Et du coup, ma question est de savoir, est-ce que c'est une technique que toi aussi tu utilises justement pour attirer le trafic? Je te pose cette question parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues en France. Alors aux États-Unis, c'est limite, ce serait limite automatique que tu me dises, bah oui, complètement. Mais c'est vrai que Pinterest en France, on se dit, bah, je suis pas forcément dans la niche de la décoration, du mariage, de la nourriture. Donc bon, est-ce que réellement ça a un sens? Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises justement pour attirer du monde ou pas complètement?
Alors oui, c'est quelque chose que j'utilise et d'ailleurs c'est même quelque chose que je conseille à mes clientes et c'est une presta, tu vois, optionnelle, souvent que je fais aussi, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Pinterest c'est un moteur de recherche, donc il fonctionne globalement comme Google, Yahoo, Bing, etc. Et du coup c'est très dommage. En plus, déjà c'est très peu utilisé par les entrepreneurs, donc il y a il y a une vraie plus-value à faire dessus. Et c'est dommage de créer du contenu et de ne pas le partager. En fait, c'est vrai que la stratégie de contenu blog, ça fonctionne sur le long terme une fois que c'est démarré, mais je trouve que c'est dommage de ne pas se donner toutes les possibilités de se faire connaître, etc. Et pour je ne sais pas si les auditeurs ou les auditrices le savent, mais en fait, une stratégie pour que le site, on attire du trafic, etc. sur le site, il y a quand même trois piliers. Le premier, on appelle ça le pilier technique, donc tout ce qui est le site internet, le fait qu'il soit bien construit, le fait qu'il soit lisible, le fait qu'il se charge rapidement. Il y a toute la partie contenu avec les articles de blog, les fiches produits, les textes sur le site, etc. Et la dernière partie, c'est tout ce qui est notoriété, confiance. Donc c'est le fait qu'il y ait des gens en fait qui viennent sur le site, mais aussi des gens qui mettent des liens vers le site, etc. Et par exemple, si vous partagez un article sur Instagram, on va mettre un lien vers votre article, et ben ça fait partie de ce troisième pilier. Et Pinterest rentre complètement là-dedans. Quand vous partagez des épingles en mettant un lien vers votre site, en fait, vous renforcez la confiance, la notoriété du site. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, Google nous donne une note de 0 à 100. Dans la note, il y a plein de choses qui vont rentrer. Il y a tout ce qui est ce qu'on vient de dire, la technique, le contenu, etc., la régularité, la mise à jour. Il y a aussi l'âge du site. Il y a aussi les sources qu'on peut cibler. Enfin voilà, il y a plein de choses. Mais il y a aussi plus il y a de liens qui viennent vers le site, plus Google se dit, tiens, c'est bizarre, plein de gens parlent de ce site, pourquoi moi je suis pas au courant? Et du coup, c'est comme ça qu'il renforce la note, qu'il renforce l'autorité. Et quand je vais taper, je sais pas moi, quand je vais taper marque de café, bah au lieu de proposer mon concurrent, il va me proposer moi parce qu'il va se dire, il y a plein de gens qui en parlent, etc. Ça doit être un bon site, un bon e-shop de café. Et du coup, hop. Donc Pinterest, c'est une vraie stratégie. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui sont sur Pinterest quand même, qui partagent, qui font des tableaux. Donc, moi, c'est une vraie stratégie que je conseille à toutes mes clientes, que j'applique sur Elblog. Il y aura des épingles, vous allez voir des épingles sur tous mes articles. Et il y a une vraie stratégie de mots-clés, etc. aussi. Donc, moi, je le conseille, mais à 1 million de %. Mhm. Et les opportunités sur Pinterest sont énormes. Il y a très peu de. Bah, tu l'as dit, il y a plein de gens. Alors, quand je fais du voyage, du e-shop, on se dit là, ça paraît logique d'utiliser Pinterest. Mais en stratégie de contenu, etc., en fait, ce que moi je fais comme recherche sur Google, moi j'ai l'habitude d'aller sur Google pour le faire. Il y a plein de gens en fait qui tapent ces recherches sur Pinterest. Donc, Ça moi, reste franchement, je le conseille, hein. Ça reste une réelle opportunité. Là, du coup, on Mm. a tout le scope un peu pas de ta stratégie parce que c'est beaucoup plus profond, mais au moins Mm. des canaux qui te permettent, toi, de tirer profit d'un blog, de tirer profit, du coup, de ce trafic que toi, tu vas générer. Euh, est-ce que, parce que moi, c'est quelque chose que j'entends très souvent aussi, le fait de se dire c'est que de la rédaction, est-ce que c'est réellement que de la rédaction? Est-ce qu'il faut des compétences spécifiques pour rédiger? Parce que c'est vrai que tu vois, parfois, alors c'est à double tranchant parce que parfois on réduit un peu le travail de la rédaction web en mode, oui, enfin, c'est que de la rédaction, enfin, tout le monde est capable de le faire. Tu prends ton clavier, tu prends un Word et t'écris. Ok. Et puis après, tu as l'autre école qui te dit, ah non, mais en fait, mais moi, j'ai pas du tout les compétences, enfin, je ne sais pas comment faire. Quelle est toi ta vision des choses? Est-ce que ChatGPT, à ton avis, a influencé beaucoup cette vision-là aussi des choses? Comment est-ce que toi, ça a impacté ton travail? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu ne l'utilises pas? Quelle est ta vision par rapport à, justement à cette fameuse croyance de c'est que de la rédaction? Il y a quand même pas mal de questions dans une seule question. Euh, Bah écoute, je vais déjà désacraliser la première chose. ChatGPT n'a eu aucune incidence sur mon travail, sur mes clients, tout simplement parce que bah, peut-être je cible bien mes clientes et du coup, voilà, il y a certaines, il y a notamment une grosse boîte qui m'avait contacté en limite, en me disant, bah, je voudrais un article à 10 euros, vous le passez dans ChatGPT et basta, mais typiquement, c'est pas mon cœur de cible et c'est pas mon client idéal, donc je lui ai dit bah non. Donc j'ai eu aucune conséquence sur mon business par rapport à ChatGPT. Est-ce que j'utilise ChatGPT? Oui.
parce que déjà, je trouve que en tant que professionnel, c'est dommage de ne pas utiliser des outils qui sont mis à notre disposition, de ne pas tester, de ne pas savoir de quoi on parle. Quand des clients te parlent d'un outil, tu dis, bah moi, je ne sais pas, je suis hyper réfractaire. Je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu comme si les graphistes te disaient aujourd'hui, bah, je ne connais pas Canva. Voilà. Après, est-ce que Canva remplace une graphiste? Bah, je pense que toutes les personnes qui travaillent avec des graphistes se disent, bah non. Euh, Est-ce que ChatGPT remplace une rédactrice web? Bah non. Déjà parce que pour utiliser ChatGPT correctement, il faut utiliser des prompts qui sont assez précis. Parce que ChatGPT n'a pas, on le sait tous, en fait, ChatGPT, il fait une analyse. Quand vous posez une question, il analyse la pourcentage qu'un mot apparaisse l'un après l'autre. C'est comme ça qu'il construit un petit peu sa réponse. Donc, les sources sont pas vérifiées, les sources sont pas fiables, il n'est pas forcément à jour, et parfois, le contenu qu'il produit va être un petit peu, il peut répéter plusieurs fois, il peut se contredire, etc. Et moi qui ai l'habitude de rédiger et de lire beaucoup de choses, euh, il a une structure un peu commune quand même. On arrive à se rendre compte en fait quand c'est un texte de ChatGPT ou pas. Après, moi j'aime énormément l'utiliser pour brainstormer. Alors, il m'aide par exemple à trouver des idées par exemple des noms de projets. Quand je voulais faire aussi, je voulais retravailler ma cliente idéale, donc j'ai fait des interviews évidemment. Mais si je voulais aller plus loin, si je voulais discuter, en fait, j'ai fait une interview virtuelle avec ChatGPT avant de faire des interviews avec des vraies clientes. Je voulais avancé un petit peu sur des sujets comme ça. Il m'aide à trouver des articles pas des articles, des titres de sujets. Par exemple, quand je suis complètement bloquée sur un titre, je vais lui demander des idées. Quand j'ai pas d'idée d'article, je veux parler de tel sujet, mais que j'arrive pas à trouver un angle de vue, je vais aller lui demander de me balancer 20 idées. Alors, évidemment, dans les 20, il y en a des bonnes, des moins bonnes, etc. Mais ça me permet d'avoir des pistes sur quoi il peut m'aider aussi. Enfin voilà, en fait, pour moi, c'est un assistant, si tu veux, je l'utilise comme ça. Après, je l'utilise pas pour rédiger. Ça peut m'aider aussi quand j'ai, par exemple, un paragraphe que je trouve hyper lourd, j'arrive pas trop, je vais lui demander d'améliorer ce paragraphe. Euh, donc ça va m'aider comme ça. Mais évidemment, tu peux pas t'en servir pour de la rédaction web, faire un article de blog. Est-ce que c'est juste de la rédaction? Bah, je pense que c'est un petit peu comme tout, hein. Maintenant qu'il y a Canva, je trouve que Canva, c'est un bon exemple. Est-ce que le fait qu'il y ait Canva à la disposition, ça a fait de vous des graphistes, etc. Par exemple, moi, je délègue les visuels de mes posts Instagram et j'ai Canva, mais même si j'essaye de faire des choses, bah, enfin, j'ai pas d'expertise particulière sur ce domaine-là. Je peux avoir le meilleur outil. Canva est un très très bon outil, mais ça rend pas aussi bien que quand c'est ma graphiste qui le fait. Écrire des articles, ça nécessite pas mal de choses. Il y a déjà le fait que, comme tu l'as dit, il y a des gens qui n'arrivent pas à écrire, voilà, qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à enchaîner des phrases qui sont fluides. Donc déjà, il y a cette compétence même de savoir écrire de façon de donner envie au lecteur de poursuivre la lecture, de rendre les choses intéressantes, etc. Et après, bah, on a plein de techniques en fait. Aujourd'hui, qui embauche une rédactrice web pour une rédactrice web? Moi, des fois, quand on dit je suis rédactrice web, mais je suis pas formée en SEO, mais je comprends même pas le truc, quoi. Évidemment, on a les techniques SEO. Nous, de notre part, de notre métier, on est quand même obligé de faire de la veille. Moi, je me dis que j'ai une part de conseil à mes clientes. Là, en ce moment, je suis en train de revoir un petit peu mes clientes pour leur dire, bah voilà, je suis les opportunités de mots-clés, c'est à moi de faire ça pour mes clientes. Donc, on a cette partie-là. On a cette partie veille, ça change tout le temps. Et puis après, il y a plein de techniques. Un article, enfin, je pense par exemple à quoi je peux penser? Bah, la taille des paragraphes, aux phrases qui sont courtes, aux mots que tu peux utiliser, les mots qui sont un peu bloqués qui sont un petit peu bannis sur Google, les sources, qu'est-ce que je vais utiliser comme source, où est-ce que je mets mes sources, comment le maillage interne, enfin voilà plein de choses. Il y a une partie rédaction et il y a une partie technique. Donc c'est pas juste de la rédaction. Après, personnellement, en fait, je m'en moque. Je sais pas comment le dire gentiment. Comme En tu le fait, sens. toutes les personnes qui se disent que c'est de la rédaction, que c'est inutile, que ça vaut pas ce que ça vaut, que voilà que ChatGPT fait aussi bien, bah en fait c'est des gens que j'ai pas envie d'attirer et c'est des gens avec qui je n'ai pas envie ni de collaborer ni de travailler. Donc je préfère une question ouverte comme tu viens de le faire en disant bah est-ce que ChatGPT c'est utile, est-ce que je peux prendre ça pour mes articles de blog et que moi je puisse savoir
je puisse avoir un retour là-dessus et te dire ce que j'en pense plutôt que quelqu'un qui a buté dessus, je veux pas travailler avec. Donc, C'est hyper le intéressant. sujet, Juste en fait de voir ta vision, parce que là, on est complètement sur le blogging et tirer profit de votre site internet, mais c'est aussi une vraie leçon d'entrepreneur que tu viens de donner là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne ne va pas comprendre le travail que tu vas faire, ne va pas le valoriser, il va juste te dire, bah, tu me passes un article, ça prend 10, ça va 10 euros sur cette... Bah, fais-le toi-même, du coup, si c'est que 10 euros, tu vois. Enfin, il y a des choses aussi que vous ne devez pas accepter en tant qu'entrepreneur si vous constatez que la personne, ou elle négocie trop les prix, ou elle ne va pas vous juger à votre juste valeur. Mais en fait, ce n'est pas des gens que vous souhaitez avoir dans votre portefeuille client. Et ça matchera probablement très bien avec quelqu'un d'autre, mais pas avec vous. Donc, je pense que c'est aussi un point important que vous devez garder en tête. Moi, j'ai très envie de terminer cet épisode de podcast en te posant une question brûlante. Que j'ai hâte, j'ai envie d'avoir ton avis sur la j'ai question. peur. Et tu as le droit de me t'as le droit de me dire, j'en sais rien. Euh, mais pendant un temps, alors nous, on s'est lancé, toi, oui, il y a beaucoup plus longtemps que moi, parce que tu as quand même 20 ans de bouteille de blogging que moi, j'en ai que 10. Il y a aussi cet aspect où après, c'est les réseaux sociaux qui ont beaucoup pris le pas. D'abord, ça a été Facebook, après, ça a été Instagram, puis TikTok. Il y a eu vraiment des vagues comme ça. Et puis petit à petit, en 2024, pour mon plus grand bonheur, on commence à reparler du blogging, on recommence à parler des opportunités parce que tout le monde a délaissé Google complètement. Donc aujourd'hui, comme tu l'as déjà dit pendant l'épisode, il y a des opportunités à prendre si vous avez un business en ligne. Est-ce que tu penses réellement que cette tendance blogging 2024, elle est réellement de retour? Ou est-ce que tu penses que, en fait, le blogging a toujours été là, sauf qu'on n'en a pas entendu autant parler que tout le reste? Alors, je pense que le blogging a toujours été là, qu'on consomme du contenu blog depuis des années, mais qu'en fait, le mot blog, je pense, est un peu tombé has-been. Et ça m'arrive très souvent d'en parler avec des gens qui disent, moi, de toute façon, les blogs, c'est dépassé, j'en entends plus parler, je lis pas d'articles. Mais en fait, regardez autour de vous, vous lisez des articles tout le temps. Vous allez sur vos e-shops préférés, sur des gros magasins, enfin, on va parler Leroy Merlin, Maison du Monde, Nike, tout ce que tu veux. En fait, ils ont tous des blogs, sauf qu'ils appellent ça magazine, actualité, news, etc., etc. Mais en fait, ce sont des blogs. À partir du moment où il y a du contenu régulier qui est publié sous forme d'articles, ce sont des blogs. Donc le blog a toujours existé, mais je pense que le mot blog était un peu has-been et on a passé ça un petit peu au travers. La stratégie de contenu a toujours existé. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi, il y a une grosse tendance en 2024 sur le blog. Je le vois aussi par mes clientes, par les demandes qu'on peut avoir, etc. On a l'impression que c'est la grosse tendance 2024 et que ça revient, c'était mort et d'un seul coup ça revient, ça explose et qu'on découvre le truc. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Bon, ça veut dire que ceux qui sont mis avant, bah, du coup, ils ont un train d'avance. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont très intéressantes encore à prendre. Est-ce que ce sera encore le cas dans 5 ans? Bah, je ne sais pas. Mais le blog est jamais mort. Mais je ne sais pas pourquoi, en 2024, on a l'impression que c'est... Alors, on a eu ça déjà en 2020, un petit peu avec ce qu'on a pu connaître, etc., où tous les gens qui n'étaient pas en ligne se sont rendus compte qu'il y avait une vraie opportunité. Tu vois, je lisais encore un article ce matin qui disait grosse tendance 2024, marketing digital, le blog. Exactement. Ben, moi, tu vois, j'en entends parler partout autour de moi, le blog va revenir. Je vais me remettre au blog, je vais relancer le blog. Et moi, j'étais là en mode, tant mieux pour vous. Mais c'est vrai que c'était une question que je voulais te poser parce que, tu vois, moi, j'ai une stratégie SEO qui se suit et qui est logique depuis maintenant des années. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai un tableau de suivi par rapport à des mots-clés précis que l'on a déjà évoqués. Et pour la petite anecdote, il y a quelques années, certains mots-clés ne m'étaient pas forcément recommandés parce que ou trop concurrentiels, ou parce que ça allait prendre trop de temps, ou parce que ça allait être trop compliqué. Et en début d'année, du coup, il a fallu se repencher sur la stratégie, tout comme toi, moi je repenche sur la stratégie pour que ce soit aligné aux objectifs. Et certains de ces mots-clés, aujourd'hui, ne sont plus si concurrentiels que ça, parce que c'est des gens qui ou n'ont pas remis à jour leur contenu, ou il n'y a pas eu plus de contenu sur ça. Et du coup, c'est du trafic qui augmente, parce qu'on le voit très clairement au niveau des courbes. Il y a plein d'outils pour ça que vous pouvez utiliser pour comparer. Et même comme ça, le mot-clé devient à nouveau disponible, entre guillemets, mais devient à nouveau accessible pour des plus petits sites Internet. Et ça, pour le coup, c'est une mine d'or. Et c'est pour ça que du coup, dans le fond, je ne peux que aller vers cette direction de me dire, le blog va revenir. Si vous faites partie de ces
personnes qui ont envie de miser sur leur site internet parce que il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné aujourd'hui avec Sandra, mais normalement, un site internet, ça coûte déjà beaucoup d'argent. Si vous investissez sur un site internet qui n'est pas visible, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, ça ne sert à rien. Donc, même si c'est une fois toutes les 2 semaines, prenez ce temps-là de vous former. Bah, Sandra l'a très bien dit dès le début. Et en plus de ça, toi, tu aides réellement les entrepreneurs à le faire, ou tu formes, ou tu fais pour elles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Et surtout, en plus, je sais que tu as eu un nouveau projet autour justement de ce fameux SEO qui était un peu un gros mot il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc moi, c'est vrai que j'ai à cœur de vraiment démocratiser un petit peu tout ça et de rendre le SEO un petit peu accessible à tout le monde. Donc, outre le fait que on peut me déléguer complètement la gestion des articles de blog, la stratégie, etc., et travailler en one-to-one avec moi, depuis l'année dernière, j'ai aussi ouvert une formation qui s'appelle Déclic SEO. D'ailleurs, qui est en pleine refonte en ce moment et qui va sortir là, la version 2 va sortir incessamment sous peu, et qui permet en fait d'apprendre les bases du SEO. Donc un petit peu de souffler sur le sujet en disant bon, allez, on y va, ça va pas être si difficile que ça, et de pouvoir voir exactement comment ça fonctionne. Voilà, si on en entend parler, on a un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les actions que je peux mettre en place et comment je peux proposer, écrire des articles optimisés SEO sans, évidemment sans code, hein, parce que le SEO, on a beau se freiner, il n'y a pas de code là-dedans. Et il y a des choses qui sont très très simples à mettre en place, comment je fais ma recherche de mots-clés, comment je structure un article, etc. Le but du jeu, c'est de pouvoir, en fait, pour l'entrepreneur, soit qui a envie, qui prend plaisir à écrire ses articles de blog, mais qui veut les optimiser, à pouvoir le faire, soit qui souhaite déléguer cette partie plus tard, mais pour l'instant qui n'a pas les moyens, bah, qui puisse commencer à travailler son SEO correctement, et quand il passera la main, quand il ou elle passera la main, bah, il y aura déjà des bases qui seront propres dessus. Ou alors quand tu souhaites déléguer et tu dis, bah, moi, j'y connais rien, je voudrais quand même avoir une base et pouvoir savoir que ma rédactrice, mon rédacteur me fait les choses correctement, etc. Et le but, c'était d'offrir une formation qui soit accessible, j'entends, voilà, qu'il soit un budget accessible, que ce soit le plus gros nombre d'entrepreneurs qui débutent puissent commencer à taffer sur ce sujet-là. Parce que moi, je trouve que plus tôt tu taffes sur ce sujet-là, bah, plus tôt tu as des résultats, etc. Et que des fois, on se dit, je ferai ça plus tard, mais parce que Instagram, parce que c'est plus rapide, etc. Mais c'est dommage de ne pas s'occuper de ce sujet-là dès le départ en comptant que ça met un peu de temps. Donc voilà, tout ça, pour dire que Déclic SEO donc, est déjà en ligne et que la version 2 arrive très bientôt avec encore plus de choses. Je suis en train de travailler sur des templates Notion, voilà, pour vraiment montrer aux gens bah, comment, voilà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une recherche de mots-clés. Parce que, par exemple, on parle de enfin, prendre un volume cohérent, pas trop de concurrence, mais ça veut dire quoi exactement dans les faits? On a beaucoup parlé dans cet épisode d'opportunités de mots-clés, d'opportunités de se positionner, qu'est-ce que ça veut dire, comment je fais pour trouver ça. Donc voilà, pour que vraiment ce soit très pratico-pratique et avec un vocabulaire très vulgarisé pour que ce soit accessible. Voilà, on n'est pas analyste SEO, je ne suis pas analyste SEO, les gens qui se forment n'ont pas besoin d'être rédactrice web SEO, etc. C'est vraiment pour pouvoir appréhender ce sujet, réappréhender ce sujet, et puis pas se braquer quoi sur le SEO, parce que c'est pas le sujet du podcast, mais ça peut être un vrai jeu, comme tu l'as dit, d'aller chercher l'opportunité, d'aller voir ce qui se passe, de miser sur des mots-clés aussi, où il y a zéro volume, mais tu dis ça, je le sens, je vais écrire maintenant parce que je sais que il y a une tendance, et en fait, quand ça explose, bah, toi, tu es déjà positionné, etc. Donc, ceux qui aiment bien jouer, le SEO, c'est fait pour ça. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. N'hésitez pas à aller voir le contenu de Sandra parce que comme tu le dis très bien, il n'y a rien de compliqué et tu vulgarises absolument tout pour que ça reste très accessible. Franchement, profitez de cette chance parce que moi, quand je me suis formée au SEO il y a quelques années, je peux vous dire qu'avec Sandra, on a douillé avec des mots compliqués, avec des termes en anglais, avec des trucs que tu comprends rien. Donc vraiment, là, vous avez de quoi faire parce que c'est accessible et surtout, ça va être tendance. Et si ça va être tendance en 2024, croyez notre expérience, ça va être tendance aussi en 2025 parce que le SEO prend du temps. Et ça va pas être comme ça sur Instagram en mode c'est une tendance qui va durer une semaine. C'est une tendance qui va venir, parce que nous on le voit de notre côté, et qui va perdurer quelques années. Donc sautez le pas, surtout qu'en plus on est encore en début 2024. Je vous mets tout juste en dessous. Un énorme merci Sandra pour ton temps. Merci pour ce partage. Et de toute façon, moi je te dis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.